On est de retour pour la seconde partie de l'émission. Il est 10h32, vous êtes toujours en direct sur BFM Business. C'est les experts avec Anne-Charlotte Fredenucci, présidente du groupe Ametra, une ETI dans l'ingénierie. François Ecal, le fondateur de FIPECO, la Bible des finances publiques, et Eric Heyer. Et hier, directeur du département analyse et prévision à l'OFCE. On a parlé du contexte macroéconomique en première partie de l'émission, un contexte qui est évidemment très compliqué au vu de la crise au Moyen-Orient. On va parler action gouvernementale tout au long de la dernière demi-heure qui nous reste à passer ensemble, à commencer par la transmission d'entreprise. Serge Papin, le ministre des PME, a annoncé hier un grand plan pour la reprise d'entreprises. 500 000 entreprises sont à reprendre dans les 10 prochaines années. Ça concerne 3 millions de salariés. C'est un sujet absolument important. Qu'est-ce que vous retenez du plan qui a été annoncé hier, Eric Heyer ? Alors, pour être complètement franc, je ne l'ai pas bien regardé de très près, donc je préfère passer mon tour sur ce sujet-là. Alors, Charlotte, vous l'avez vécu, la transmission d'entreprise, puisque vous avez repris l'entreprise familiale. L'idée, dans les grandes lignes, c'est de faire énormément de communication auprès des chefs d'entreprise, des jeunes et des potentiels repreneurs, pour expliquer qu'il faut se prendre très en amont et qu'il n'y a pas que la création dans la vie, il y a aussi la reprise. Mais dans ces cas-là, comment ça se passe ? Racontez-nous un petit peu votre expérience. Alors, je vais commencer par vous raconter ce qui s'est passé chez Ametra quand on est passé de la première génération, mon père qui avait créé, à la deuxième, moi qui ai repris. C'était en 2009, crise des subprimes qui passe à l'économie, donc crise généralisée. Le carnet de commandes s'effondre de 35%. Et là, mon père me dit, je crois qu'on ne va pas y arriver, il faut qu'on dépose le bilan. Je lui réponds, il n'en est pas question. Tu m'as préparé, tu m'as dit qu'un jour j'allais reprendre, donc c'est maintenant, tu me passes les rênes. Coup de chance, il avait déjà transmis fiscalement. Oui. Ce qui nous a permis à ce moment-là de faire une transmission dans la gouvernance qui aurait pu se passer plus tôt, qui aurait pu être anticipée. On y reviendra parce que la fiscalité ne fait pas tout, mais c'est vraiment un élément indispensable. Donc un pacte Dutreil. Donc un pacte Dutreil avait été mis en place et donc j'ai pu prendre les rênes de cette entreprise. Et de manière fluide, cette entreprise est devenue la mienne au regard de tous, au regard des tiers, au regard des salariés, au regard des clients, etc. Parce que cette transmission fiscale avait eu lieu précédemment. Alors, je vous passe les détails. On a dû faire un plan social, procédure de sauvegarde, etc. Bref. Mais à l'époque, on était 300, on est monté à 750 avant de céder une partie du groupe l'année dernière. Donc, la transmission, finalement, c'est bien terminé. Mais moi, ce que je retiens, c'est pourquoi mon père ne m'avait pas passé les rênes plus tôt. Eh bien, la réponse est aussi une question de fiscalité. L'ISF était pour lui, alors certes, c'est un impôt qui n'existe plus aujourd'hui, mais l'ISF était pour lui un impôt qui lui arrachait les tripes. Et il refusait de payer un ISF sur un outil de travail qui n'aurait plus été un outil de travail s'il m'avait passé les règles. Il faut expliquer pourquoi, parce que l'ISF, à l'époque, était exempté d'ISF ce qu'on appelle l'outil de travail, c'est-à-dire que les dirigeants travaillant dans l'entreprise ne payait pas l'ISF tant qu'il était dirigeant d'entreprise. Et il a attendu d'avoir 84 ans et que la boîte soit au bord du dépôt de bilan, alors qu'il avait fait la transmission dans le cadre d'un pacte Dutreil, pour me passer les rênes et me dire, écoute, là, je vois qu'on n'a plus le choix, donc il faut que tu redresses cette entreprise, vas-y, tu la reprends. Et tout ça pour des questions fiscales qui, certes, aujourd'hui n'existent plus, mais je pense qu'il est important d'alerter l'opinion publique sur les risques de ces impôts qui, finalement, freinent la transmission et forcent à faire des transmissions dans des cas dramatiques. On aurait pu déposer le bilan et fermer complètement cette entreprise. Et notamment, je pense à l'usine de la région d'Angers. Il y a peu d'emplois industriels dans cette région. Je ne sais pas ce qu'auraient fait les collaborateurs du groupe Ametra si nous avions fermé cette usine. Et oui, c'était l'un des grands effets délétères de l'ISF qui faisait que les dirigeants restaient en place très longtemps pour effectivement ne pas être soumis à l'ISF, ce qui posait des gros problèmes de transmission d'entreprise, effectivement. Mais si vous me permettez un mot supplémentaire, c'est vrai qu'il n'y a pas que la fiscalité. Il y a également, pour faciliter la transmission, des questions de psychologie du chef d'entreprise. Comment est-ce qu'on convainc le chef d'entreprise de transmettre ? Parce que transmettre son entreprise, c'est aussi perdre un statut social pour certains. Donc comment est-ce qu'on explique que c'est nécessaire, que c'est de l'ordre de la responsabilité de chacun de penser à ce qui se passera quand on n'est plus là ? Moi, je n'ai pas attendu... à 40 ans, j'ai pris des dispositions pour dire voilà ce qui se passera si je ne suis plus là.
Et j'ai mis en place une gouvernance avec un comité stratégique extérieur, avec mon mari qui est lui aussi entrepreneur, qui reprendra les rênes de l'entreprise si jamais il m'arrive quelque chose demain. Tout ça a été mis en place parce que je considère, quel que soit l'âge du dirigeant, qu'il est de notre responsabilité de nous organiser pour que notre entreprise nous survive, pour que nos collaborateurs qui dépendent de nous, les familles de nos collaborateurs qui dépendent de nous, continuent à bénéficier de l'activité économique de l'entreprise au-delà de l'état de santé du chef d'entreprise. Donc le maître mot, c'est anticiper. Oui. Si je vous écoute bien, le conseil que vous pourriez donner à tous les chefs d'entreprise qui nous écoutent, c'est anticiper. Anticiper, c'est votre responsabilité morale. Anticiper. Chez Ametra, on a tout mis en place pour que, quelle que soit la personne qui dirige l'entreprise, il y ait une continuité dans notre activité. Et c'est important. Ce que propose aussi Serge Papin, c'est un grand Tinder. Ils l'ont un peu marketé comme ça, de rencontre de ceux qui pourraient reprendre des entreprises avec les chefs d'entreprise. Alors j'étais surpris de découvrir qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui vendent assez tôt, en réalité, vers 55 ans, en réalité. Il y a beaucoup de sessions bien avant. On imagine souvent chef d'entreprise jusqu'à 60, 70 ans. Bien non, 55 ans. Et donc l'idée, c'est de rapprocher les vendeurs et les acheteurs avec un crédit vendeur. Ça aussi, c'est quelque chose qui m'avait plutôt surpris. Je dis, quand on vend, pas besoin de crédit, on reçoit l'argent plutôt normalement. Donc en fait, on est en train d'organiser un marché entre l'offre et la demande. Il me semblait qu'il y avait une autre question derrière tout cela. C'était, est-ce que ça doit rester dans la famille? En fait, en gros, est-ce qu'il y a un peu le modèle allemand où, allez, c'est la stabilité lorsque c'est les grands groupes familiaux. L'avantage, c'est que, allez, c'est beaucoup plus stable, on peut prendre des décisions à plus long terme, versus, non, ça doit, finalement, c'est pas forcément le fils d'eux ou la fille d'eux qui est le mieux placé, et donc il faut les bonnes personnes au bon endroit, et donc globalement, il faut l'ouvrir à d'autres fonds que des fonds familiaux. Ça, je pense que c'est deux formes de capitalisme. Oui. Il y a eu plein. C'est un peu le secret du Mittelstand allemand. C'est un peu le secret. Familiale. Moi, j'ai jamais été convaincu ni par l'un ni par l'autre. Il y a des avantages et des inconvénients dans l'un et dans l'autre. Vous voyez, il y avait un livre, moi, qui m'avait marqué. C'était celui de Thomas Philippon sur le capitalisme d'héritier. Et donc, finalement, est-ce que le fils d'eux et la fille d'eux est forcément la meilleure personne est-ce que c'est un peu génétique? Et donc, ce que semblaient dire certaines études, non, pas forcément. Et donc, pour asseoir un peu l'autorité, que l'on n'a pas forcément de façon naturelle, on est plus dur dans son management, etc. Et donc, allez, peut-être qu'il faut penser à la transmission, mais pas que la transmission dans sa famille, mais aussi peut-être la transmission avec des collaborateurs qui ont fait leurs preuves, et donc l'ouvrir. Et vous voyez, ça, c'est plutôt le modèle anglo-saxon, où non, allez, globalement, on te laisse tranquille pendant que tu fais ton travail et que tu montes, mais une fois que, allez, tu as terminé, c'est là où tu dois payer, que tu dois trouver quelqu'un, et la personne qui veut arriver à ta place, il faut qu'elle paye. Il faut qu'elle montre qu'elle est motivée, etc. Donc, allez, qu'on organise un marché, pourquoi pas? Il me semblait qu'il était là. J'ai pas, et c'est pour ça que j'ai peut-être pas bien réagi hier, parce que je suis pas sûr que ce soit le problème central aujourd'hui. D'accord, il me semble que, allez, dans la famille ou en dehors de la famille, on peut trouver, effectivement, si on l'anticipe, mais ça, je pense que le rôle des entrepreneurs, c'est d'anticiper tout, d'accord, y compris la transmission. Bon, voilà, et donc fiscalement, on peut toujours essayer de les inciter à le faire plus vite ou moins vite, mais globalement, que le chef d'entreprise y réfléchisse, ça me semble complètement naturel. Vous avez travaillé sur la fiscalité de la transmission d'entreprise, François Icard? Alors d'abord, j'ai regardé le dossier de presse du gouvernement hier soir. Ça part François a bossé. Oui, il a travaillé. Ça part d'abord d'un constat qui est qu'ils annoncent 500 000 transmissions dans les 10 prochaines années. Chefs d'entreprise qui quitteront leur entreprise par transmission, décès ou je ne sais pas quoi dans les prochaines années. Après, moi, je me souviens qu'il y a 30 ans à Bercy, on disait déjà qu'il y avait des dizaines de milliers de transmissions d'entreprises qui s'annonçaient pour les prochaines années, etc. Donc, je ne sais pas si cette situation est vraiment totalement nouvelle ou si c'est en fait la démographie un peu, depuis déjà 30 ans, la démographie naturelle des entreprises. Je crois qu'on est autour de quoi, 350 000 sessions ce qu'ils disent, c'est que sur les dernières années, on est à 30 000. On est à 30 000 par an. Et donc, ils disent, on va passer à 50 000 par an. Grosso modo, c'est ça. Mais est-ce qu'on n'était déjà pas il y a 50 000, il y a 20 ans, 30 ans, je ne sais pas. En tout cas, mais le plan lui-même,
En fait, il n'y a pas grand-chose. En fait, si ce n'est que ils vous ont peut-être écouté, mais ils insistent énormément, justement, un peu sur la pédagogie de la transmission. Oui, c'est beaucoup ça, l'idée, au travers des CCI, des CMA. On va envoyer un courrier à tous les chefs d'entreprise à partir d'un certain âge, 55 ans, pour leur rappeler qu'un jour, il faudra qu'ils transmettent leur entreprise, donc il faut qu'ils s'y préparent. On va leur rappeler le pacte du Treil, les autres moyens. Et effectivement, la seule nouveauté, c'est cette idée de crédit vendeur. Je ne sais pas si elle est totalement nouvelle d'ailleurs, et si BPI fait je crois que ça existe déjà. De choses en réalité. Et puis, alors j'allais dire le gadget, mais ça l'est peut-être pas, je ne sais pas, on verra. Ça, et en effet, il y a l'application de rencontre entre les chefs d'entreprise et leurs successeurs. Oui. Non, mais c'est pour ça que je me moquais gentiment à l'introduction de l'émission en disant que le gouvernement tente d'exister. Voilà, c'est bien, ça va dans le bon sens. On fait circuler l'information non plus. Ce sont eux-mêmes qui ont utilisé le mot Tinder. Absolument. Donc, écoutez, on est légitime à le reprendre. Mais ce Tinder de la transmission existait déjà, à mon sens, sur le site de BPI France, qui organisait déjà un marché. Donc je ne sais pas si ça suffira. Moi, je reviens à mon point sur la fiscalité, parce qu'on n'a pas abordé un sujet qui est les débats qu'il y a eu autour du pacte du Treil en 2025. Alors, je ne suis pas choquée par la solution à laquelle on est arrivé, c'est-à-dire de prolonger la durée de détention obligatoire post-transmission de 4 à 6 ans et d'exclure des actifs qui bénéficient d'un abattement fiscal. Peut-être, Anne-Charlotte, rappeler pour ceux qui ne sont pas entrepreneurs ce qu'est le pacte du Treil. Le pacte du Treil est un dispositif fiscal qui permet de réduire, d'abattre de 75% l'impôt qui est dû lorsqu'on transmet son entreprise, notamment à la génération d'après. Ce pacte du Treil a permis quand même de nombreuses transmissions. Alors j'entends ce que dit Eric Heyer sur le fait qu'il existe d'autres modèles capitalistes, certes, et je ne vais pas vous contredire là-dessus, mais quand même, quand on a des enfants qui sont prêts à reprendre et des parents qui sont prêts à transmettre, bénéficier de ce pacte du Treil et passer à la génération d'après, c'est quand même assurer une continuité et ne pas mobiliser les actifs de l'entreprise pour les distribuer à travers des dividendes pour payer un impôt sur la transmission et donc permettre à l'entreprise de continuer à investir, de continuer à faire de la croissance, etc. Et ce qui permet aussi à l'entreprise de rester sur le sol français et de ne pas être achetée par des capitaux par des étrangers. Fonds chinois, indiens, etc. Ce qu'on a vu beaucoup dans l'aéronautique, et certains s'en sont émus d'ailleurs. Donc cette fiscalité du pacte du Treil, qui à mon sens est une excellente disposition, a été chahutée en 2025. Et moi j'ai vu beaucoup de chefs d'entreprise se dire mais qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je vais pouvoir transmettre ? Oui, il y a eu une vraie angoisse des chefs d'entreprise à ce moment-là. Ça a créé une vraie angoisse. Oui. Et certains qui s'apprêtaient à transmettre ont mis totalement en pause le sujet. Encore une fois, je trouve que la solution à laquelle on est arrivé, qui est donc de prolonger la durée de détention de 4 à 6 ans et puis d'exclure de l'assiette qui bénéficie de ce dispositif fiscal tout ce qui est... Ce qu'on a appelé les biens somptuaires. Voilà, c'est-à-dire l'appartement de fonction avenue Foch détenu par le patron d'entreprise et qu'il a mis dans sa holding ne sera pas bénéficiaire de cet abattement fiscal. Voilà, peut-être un petit nettoyage à faire, oui. Voilà, à titre personnel, ça ne me choque pas. Ce qui me choque en revanche, c'est qu'on a eu droit à des débats en 2025 profonds sur le pacte du Treil. Et ça, à mon sens, ça a causé des stops sur un certain nombre de transmissions qui auraient pu se dérouler de manière plus sereine. Et chaque fois qu'on attaque le pacte du Treil, s'ouvre un débat très très large sur finalement, est-ce que c'est normal de bénéficier d'un abattement fiscal quand on passe de la génération N à la génération N+1 ? Et pour moi, la question n'est pas... Enfin, comment dire, la question mérite aussi un éclairage sur à quoi sert ce dispositif fiscal. Et ce dispositif fiscal sert à garder ses actifs en France. Moi, je suis convaincue qu'un chef d'entreprise français, alors qu'il soit génération N+1 ou qu'il soit issu des managers de l'entreprise dans la version précédente, un entrepreneur français est attaché à créer de l'emploi en France, à investir en France, à innover en France. Et donc, gardons nos entreprises françaises. Et ce dispositif du Treil est un dispositif fiscal indispensable. Ne pas toucher au pacte du Treil. La discussion reviendra très certainement lors du prochain examen de la prochaine loi de finances, puisque c'est un sujet quand même récurrent à Bercy. Allez, il nous reste une grosse dizaine de minutes à passer ensemble. Il est 10h47. Vous êtes toujours en direct sur BFM Business. Je voulais qu'on parle logement pour terminer. C'est l'autre grand plan annoncé hier, cette fois-ci par le Premier ministre Sébastien Lecornu. Le gouvernement qui promet une grande loi logement avant la fin de l'année. Et le texte prévoit notamment une remise en location des passoires
thermique. Alors évidemment sous condition de travaux, mais François Écal, quel était le danger? C'est vrai qu'il y avait ces fameux bâtiments catégorie F et G qui allaient être très bientôt interdits à la location. C'était des centaines de milliers d'appartements qui allaient disparaître du marché. Oui. Il y avait en effet, alors je ne sais pas combien en effet, mais beaucoup de logements risquaient en effet de disparaître du marché. Mais c'est aussi quelque part, il y a une forme d'injustice. Le risque, ce qui pouvait se passer, c'est qu'il y ait beaucoup de petits propriétaires qui n'étaient pas capables de faire les travaux parce que voilà, ils ont un studio, je sais pas que ce où, soit etc. pas rentable tout simplement, pas rentable, etc. Et qui est obligé de le vendre à des promoteurs, je ne sais pas qui ont un peu plus de moyens à des prix très très bas. Donc il y avait aussi une forme d'injustice. Tout ceci, moi, me fait penser que on est face à une réglementation affreusement compliquée avec ces diagnostics énergétiques qui sont d'une fiabilité douteuse, etc. Moi, j'en reviens toujours à la même idée, c'est-à-dire en matière de lutte contre l'effet de serre, le meilleur instrument, malheureusement, c'est pas populaire, mais c'est la taxe carbone. C'est-à-dire, au lieu de mettre en place des trucs totalement inefficaces, qui finissent par coûter cher, qui sont injustes, etc., vous dites aux gens, à chaque fois que vous envoyez une tonne de carbone dans l'atmosphère, c'est 100 €. Voilà, c'est tout, c'est très simple. Alors, on connaît les gilets jaunes, on a les gilets jaunes, mais on a essayé de la monter, la taxe carbone. Voilà, on peut compenser les ménages modestes ou ceux qui sont obligés de prendre leur voiture parce qu'il n'y a pas de transport collectif, etc. On doit pouvoir trouver des moyens. Ça pose aussi des problèmes pour les entreprises de compétitivité. Il y a un mécanisme, c'est le mécanisme d'ajustement aux frontières, la taxe carbone aux frontières, qui est insuffisant, c'est parce que ça permet de mettre les importations à égalité avec la production européenne, mais ça n'empêche qu'il y a un problème à l'exportation. On peut trouver des moyens, il y a des idées, mais c'est quand même malheureusement parce qu'on ne le fera pas, c'est quand même beaucoup plus efficace que toutes ces réglementations qui obligent ensuite à accorder des tas d'aides parce qu'on oblige les gens à faire des travaux coûteux et on lui dit on ne peut pas les faire, on va vous aider, on va dépenser pour vous aider. Enfin, voilà. Tout ça n'a aucun sens. Et le résultat, c'est une crise du logement absolument majeure dans ce pays, Éric Heyer. Mais qui n'est pas nouvelle. Et je ne comprends pas que les gouvernements successifs ne s'emparent pas de ce sujet. Enfin, maintenant, toutes les études, alors, il ne faut pas dire toutes les études économiques, mais il faut préciser, mais il y a tellement d'études économiques qui précisent que le mal logement, c'est source d'échecs scolaires des enfants. Le mal logement, c'est source de maladies chroniques et donc de taux d'absence des parents au travail. Le mal logement, c'est mauvaise intégration sur le marché du travail. Dès que vous prenez n'importe quel problème, y compris environnementaux, vous avez le logement. Vous arrivez sur le logement. Oui. Et même le coût du travail. Vous voyez, si vous voulez baisser les salaires à un moment en France, ou le salaire minimum, si vous ne voulez pas l'augmenter, il faut commencer par faire baisser le coût de se loger. Si vous arrivez à vous loger dans un logement de bonne qualité à moindre coût, que le SMIC n'augmente pas, ce n'est pas grave. Vous voyez, donc globalement, aujourd'hui, je ne comprends pas que ce ne soit pas la priorité des priorités du gouvernement. Vous réglez le problème d'appariement sur le marché du travail, le taux d'absentéisme ou d'absence, l'échec scolaire des enfants très rapidement. La mobilité des Français aussi, qui ont tellement de mal à se loger. Ça devrait être la priorité des priorités. Enfin, non, on fait l'inverse. Et là, le président actuel, il n'aime pas trop le logement. Faut quand même, vous voyez, on a enlevé l'ISF, mais on a gardé l'IFI. Vous voyez que globalement, considéré comme une rente. C'est considéré comme une rente, et donc c'est pas aujourd'hui bien mis en valeur. Et donc, effectivement, puisqu'on n'a pas assez construit, parce que le coût de construction, à cause de toutes les normes, coûte très cher, on préfère rénover, ça coûte moins cher. Oui. D'accord, mais rénover, c'est pas forcément le bon endroit. Si vous avez des bâtiments à rénover là où il y a personne, ça sert à quoi? Vous voyez, donc il faut construire là où effectivement il y a un besoin, là où les entreprises auraient besoin un peu de loger leurs salariés. Donc, vous voyez, aujourd'hui, il faut revoir cette politique. Donc plutôt favorable à la construction. Il y a un débat. Bercy, par exemple, dit qu'effectivement, au lieu d'avoir ces 500 000 constructions
construction annuelle. Il faut faire les deux, mais il faut bien le faire d'un point de vue national. Et effectivement, alors, je ne vais pas citer de ville, mais aller rénover dans des villes où il n'y a pas de bassin industriel, où il n'y a personne. Vous voyez, qui va aller dans une ville où il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de crèche, il n'y a pas d'école, il y a pas. Donc, soit ça veut dire, alors, si on va construire là, il faut aussi mettre des écoles, etc. Donc, le coût, il est bien plus important parce qu'il va falloir mettre des services publics dans des déserts où il n'y a plus du tout de services publics. Oui. Donc, attention. Donc, je suis bien sûr pour la rénovation. Il faut faire les deux. Et là, effectivement, on est allé un peu trop vite. Moi, je suis d'accord avec François sur la taxe carbone, mais attention, ça ne marche. Mais François l'a dit, que si on le redistribue, pourquoi il y a eu les gilets jaunes, c'est qu'on n'a pas redistribué parce que c'est très compliqué de redistribuer. On sait bien taxer, mais redistribuer aux bonnes personnes, il y a des effets de seuil, c'est très compliqué. Et donc, du coup, il y a des personnes qui se sentent lésées. Et là, pour le coup, c'est les plus modestes qui la payent, plein pot. Donc, oui, pour la taxe carbone, mais il faut aussi l'associer à des mouvements de rénovation, de construction. Oui. Une grosse politique du logement, ça devrait être vraiment la politique numéro 1 pour le prochain gouvernement. Bon, et Sébastien Lecornu, il a annoncé un ANRU 3. ANRU, je rappelle, Agence nationale de rénovation urbaine. Le deuxième programme avait coûté 12 milliards. On a une idée de combien ça pourrait coûter, François, pour la suite? Non. Bon, des milliards et des milliards. La chef d'entreprise qui doit embaucher, qui doit chercher des ressources, des talents, est-elle confrontée à ces problèmes de logement? Mais bien sûr. Alors, on entend 14 milliards dans les médias sur l'ANRU 3, mais c'est le domaine de ces messieurs, je les laisserai s'exprimer. En tout cas, côté Ametra, ce que je peux vous dire, c'est qu'avec nos 12 sites en France, quand on veut embaucher à Bourges, par exemple, à Roanne ou bien en Île-de-France, la question du coût du logement est un vrai coût. On a 150 embauches à faire cette année. Évidemment, la contrainte principale de nos collaborateurs, c'est combien ça me coûte de me loger à côté de chez Ametra où je vais commencer à travailler. Donc je rejoins totalement Éric Heyer. Il faut que ce plan logement soit pensé en lien avec les bassins d'emploi, avec l'économie réelle. Rénover des logements là où aucune entreprise n'ira embaucher les gens qui habiteront, ça n'a pas de sens. Donc là, 100% d'accord. Donc il faut un dialogue avec les collectivités locales, ce qui manque très souvent. Avec les collectivités locales, et il faut surtout un plan national. Vous voyez, peut-être qu'on a parlé de niches fiscales avec, admettons, le pacte Dutreil, mais il y a d'autres niches fiscales sur le logement. Mais est-ce qu'elles ont bien été réfléchies au niveau national? Non, c'est des promoteurs qui prennent ces avantages fiscaux et qui construisent. Et là, on a des constructions où il n'y a personne à l'intérieur. Ça a coûté très cher aux finances publiques et ça n'a pas réglé. Donc, on voit bien que là, pour le coup, il va bien falloir qu'on réfléchisse au niveau national et qu'on mette des aides, mais bien ciblées là où on veut qu'il y ait des constructions et pas laisser ça uniquement au marché et aux promoteurs. C'est ce qu'on a fait avec des carottes fiscales. François Eccal, le Pinel a fonctionné pendant très longtemps, sauf qu'on a construit les Robiens, etc. Sauf qu'on a construit à des endroits où on n'avait pas forcément de besoin. Là, je ne serais pas totalement d'accord avec. Allons-y. Je pense que le marché fonctionne mieux que l'intervention publique dans ce domaine. Typiquement, le problème du logement. Quel est le problème du logement en France? Le problème, c'est que d'un côté, on a accumulé plein de contraintes sur l'offre. Des contraintes fiscales, des contraintes réglementaires, des contraintes dans les relations entre propriétaires et bailleurs, des contraintes sur la disponibilité des terrains qui est aux mains des maires, et les maires n'ont pas envie de construire parce que leurs maires bâtisseurs, maires battus, n'ont pas envie de construire. Donc on a plein de contraintes sur l'offre, et d'un autre côté, on essaye de compenser ça en stimulant la demande. Alors on fait des incitations à l'investissement locatif. Alors là encore, tous les ministres du logement ont donné leur nom à un nouveau dispositif depuis... alors ça a commencé avec Kiles Meignery au début des années 2000. Et on en est aujourd'hui au dispositif Vincent Jeanbrun aussi pour l'investissement locatif. On modifie le seuil de revenus pour les ménages qui en profiteront, le seuil de loyer exigible, le zonage des endroits. Donc on essaye de trouver la martingale, mais évidemment on ne la trouve jamais, ça ne marche jamais, parce que l'évolution du marché est beaucoup plus rapide que l'évolution des réglementations. Donc ça ne marche pas. On simule la demande aussi en faisant des allocations logement. Il y a plein de travaux qui montrent qu'en fait, quand l'offre est contrainte, les allocations logement qui simulent la demande, elles ont surtout pour effet d'augmenter les loyers. Il y a une étude, il n'y a pas plusieurs études, il y a une étude. Il y a une étude. Il en faudrait une deuxième. Et voilà, donc, on peut penser, ça peut quand même avoir des effets dans ce sens-là. Je rappelle que les allocations logement, c'est autour de 15 milliards d'euros. Il y a des travaux de l'OCDE qui montrent aussi que
l'élasticité de l'offre de logement au prix est la plus faible en France par rapport à tous les autres pays. Donc on est parti, voilà, on bloque le logement d'un côté et on essaye de stimuler de l'autre. Ça ne marche pas. Voilà, donc en fait, mais le problème, c'est que si on voulait, il faudrait à la fois débloquer du côté de l'offre et aussi faire des économies, par exemple, du côté de la demande, en ne remettant pas à nouveau des niches fiscales, etc. Mais il y a un problème de timing. C'est-à-dire que quand les effets favorables d'un déblocage et des contraintes de l'offre, vous allez les avoir dans le long terme. Ça ne va pas se faire tout de suite. Alors que si du jour au lendemain, vous supprimez le Pinel, ce qui a été fait, évidemment, vous avez des effets immédiats tout de suite sur l'investissement locatif. Donc, il faut pour que ça marche, il faudrait que les politiques acceptent de supporter des coûts à court terme pour des bénéfices à long terme. Ils en sont en général, c'est plutôt l'inverse qui se passe. Ils aiment en général assez peu. Voilà. Merci donc, beaucoup. On ne le fait pas. Voilà pour le mot de la fin. Merci à tous les trois, Anne-Charlotte Fredenucci, François Ecal et Eric Heyer pour cette émission passionnante, disponible en podcast et replay sur l'application BFM Business, le site et toutes les plateformes de diffusion. Tout de suite, c'est Tout pour investir, la masterclass avec Christopher Demby. Quant à nous, on se retrouve lundi, même heure, même endroit, 10h en direct sur BFM Business. Très bonne journée, très bon week-end à tous.